Allô, bonjour, bonsoir, auditeur de Ivocan Relais, Larissa Nelly. Aujourd'hui, je suis avec notre invité qui est Monsieur Hubert Kui, qui est courtier immobilier. Il aura le temps de se présenter. Je vous dis bonsoir. On s'est donné rendez-vous mercredi à 19 heures. Donc, on est là pour parler avec lui. Et puis, comme vous le savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Donc, bonsoir Hubert. Bonsoir Larissa. Comment ça va? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Et toi? Ça va très, très bien. Donc, on va commencer. La première question, c'est présente-toi à nos auditeurs. D'accord. Ben, qu'est-ce que je peux dire? Mon nom est Hubert, Hubert Koui. Comme mon nom l'indique, je suis ivoirien de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément de Mans. Alors, je suis au Canada, au Québec depuis 2000. Donc, ça fait plus de 25 ans que je suis là. Et de formation, je suis enseignant. Donc, j'ai toujours œuvré dans le milieu de l'enseignement jusqu'à il y a 3 ans quand j'ai entrepris une nouvelle carrière dans le courtage immobilier. Donc, en ce moment, je suis courtier immobilier résidentiel chez Royal Lepage Partenaire. J'ai dit 20 ans. C'est vous les 5 ans. dépositaires. C'est vous Ouais. les dépositaires. Voilà, mais Et, il y a des plus anciens que moi ici, hein. Donc, voilà. bah oui. Mais qu'est-ce qui t'a emmené au Canada et dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui m'a amené au Canada? Ça a été des circonstances, bon, assez, je dirais qu'assez douloureuses parce que à l'époque, j'étais en Europe et quand j'ai fini mes études, mon objectif, c'était de rentrer au pays. En fait, je suis retourné au pays en 99 pour voir un peu, prospecter un peu pour voir comment je pouvais m'installer au pays. Et c'est pendant que j'étais là, je crois, quelques 2 ou 3 semaines après mon arrivée, qu'il y a eu le coup d'État, le premier coup d'État, le coup d'État du général Guéhi, qui a fait que le pays était complètement bouleversé pendant un bon bout de temps. Donc, ça m'a forcé à retourner en Europe. Et puis, je ne me voyais pas vivre en Europe. Donc, le Canada a été une très belle option. Donc, voilà, c'était tout simplement ça. Pour moi, c'était le compromis à faire entre ne pas pouvoir retourner au pays et puis mon envie de ne pas vivre en Europe, en fait. Donc, voilà. Donc, pour moi, le Canada, c'était le compromis parfait. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici avec mon épouse, on est arrivé ici le 10 juillet 2000. Donc, c'est en France. En France, tu as fait combien d'années là-bas? En fait, je ne suis pas en France, j'étais en Espagne, en fait. En Espagne. J'habitais à Madrid. À Madrid, j'ai fait 3 4 ans à Madrid. Donc, ben, on va dire, tu étais rassasié, par exemple, de ton séjour. Tu dis, tu vas rentrer chez toi. Tu arrives là-bas. Voilà, Non. Donc, bon, tu prends tes bagages, tu cherches un autre endroit pour te poser. voilà, Et exactement. aujourd'hui, tu es courtier immobilier après Mhm. avoir déposé la craie. Euh, c'est quoi un courtier immobilier? Au Canada, par Excellente exemple, tu question. dis que tu es affilié à Royal Lepage. Donc, explique-nous, c'est quoi un courtier immobilier? Ouais. Euh, oui, c'est une très belle question parce que parfois il y a beaucoup de confusion entre courtier hypothécaire, courtier immobilier, agent immobilier. Il y a toutes sortes de confusions. Alors, le courtier immobilier, c'est celui qui va servir d'intermédiaire dans une transaction immobilière. Et ça peut être un achat, une vente, un échange, une cession. Donc, le rôle du courtier, en fait, c'est d'être entre les deux parties pour faciliter l'opération. Donc, c'est un intermédiaire qui va s'occuper généralement de tout l'aspect légal, qui va s'occuper des formulaires, qui va s'occuper de conseiller son client, qui va s'occuper aussi d'aider son client dans les négociations de prix, qui va accompagner son client, qui va l'aider, essayer de l'aider du moins à faire un choix éclairé. Donc, c'est vraiment ça le rôle du courtier immobilier. Et quand, par exemple, tu dis que tu es affilié à Royal Lepage, on voit beaucoup de Mhm. piquets, de couleurs et tout. Ouais, ouais. C'est quoi? Vous êtes des
des entrepreneurs, vous êtes dans un foyer, c'est quoi le Oui, modèle d'affaires? d'accord. Moi, je suis entrepreneur, mais je suis affilié à une bannière. Alors, dans le milieu de l'immobilier au Canada, Royal Lepage, c'est la plus vieille enseigne canadienne, purement canadienne. Parce que Royal Lepage existe depuis 111 ans. Alors, nous, ce qu'on fait, dans le sein d'une agence immobilière, vous avez des courtiers immobiliers. Et chaque courtier immobilier représente un travailleur autonome. Il travaille pour lui-même. À moins qu'il y ait des courtiers il y a des courtiers qui peuvent décider, par exemple, de travailler pour certaines compagnies de courtage immobilier. Donc, c'est des employés. Sinon, moi, je suis un travailleur autonome, mais on est rattaché à une bannière. Ce que la bannière fait, c'est quoi? C'est nous donner la visibilité. C'est nous permettre de nous faire connaître. Donc, on se rattache. C'est comme quelqu'un qui aurait un restaurant, en fait, mais qui reste mettre sous une bannière assez connue pour mieux se faire connaître, pour faire ses opérations et puis verser un certain montant à cette bannière-là. Donc, c'est exactement ça. Je travaille sous la bannière Royal Lepage. Je travaille pour une agence Royal Lepage qui est Royal Lepage partenaire et à laquelle je verse chaque mois, je paye un certain montant pour avoir le droit d'utiliser la bannière Royal Lepage. Donc, on peut dire que tu es toi-même ton patron sans être trop ton. Ben, tu es toi-même ton patron C'est sans ça. être trop ton patron parce que Voilà, tu es ton propre tu patron, es. mais vu que tu n'es pas à ton propre compte en tant que tel, parce qu'il y a des courtiers qui sont à leur propre compte, qui vont créer leur propre bannière. Ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Donc, tant que tu n'as pas ta propre bannière, que tu es sous cette bannière-là, tu es travailleur autonome, mais tu as quand même certaines obligations envers la bannière, c'est-à-dire tu vas toujours utiliser, c'est le nom que tu utilises. Dans les correspondances, par exemple, on va utiliser le courriel professionnel, euh, mais aussi en contrepartie, les gens sont là aussi pour nous assister. Si on a une transaction, par exemple, souvent les nouveaux courtiers, on a un nouveau courtier, on a une transaction, et puis on ne sait pas tout, tu ne peux pas arriver avec l'idée On que va tu dire, tu sais tout. n'es pas rodé, en fait. Ben voilà, donc quand on a des questions, par exemple, les directeurs d'agence, ils sont là pour répondre à nos questions. Et puis, ils sont là aussi si il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Ils peuvent même prendre le téléphone et puis intervenir. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on est travailleur autonome, mais on est comme en partenariat, en fait, avec la bannière. Et c'est quoi qui t'a amené à être courtier, vu que tu dis que tu étais enseignant? C'est Oui. quoi, qu'est-ce qui a fait que tu as laissé l'autre pour sauter dans l'autre, si je veux dire ça? En fait, j'ai pas vraiment encore laissé l'autre. Je travaille encore peut-être un peu moins maintenant. J'enseigne encore un peu moins maintenant. Mais pourquoi devenir courtier immobilier? Ben, c'est parti de certains événements pas toujours agréables, de certaines frustrations que j'ai eues. Parce qu'il faut dire qu'avant d'être courtier, ben, j'ai moi-même acquis certains biens. Et puis souvent, on travaillait avec des courtiers qui n'étaient pas très professionnels, on était perdus, on ne savait pas trop où aller. Et puis, je me rappelle que j'avais mis une propriété sur le marché. Et puis, j'avais l'impression que mon courtier ne faisait rien. Puis, la propriété est restée genre 1 an et demi sur le marché. Et puis, ça ne bougeait pas. J'ai dû changer de courtier pour pouvoir vendre la propriété à l'époque. Donc, moi, c'est parti de toutes ces frustrations. Je dis, mais pourquoi est-ce que je suis obligé de confier ça à quelqu'un? Est-ce que je n'aurais pas pu le faire moi-même? Donc, je me dis, OK, je vais me former. Donc, plus tard, bon, après, on hésite beaucoup à faire le pas, hein, voilà. Et puis, donc, ça prend une formation, etc. Donc, j'ai fait ma formation. Je dis, OK, ben oui, je suis passé par là, mais je vais être là pour les autres personnes qui vont vouloir faire des transactions demain, essayer d'être là pour aider, essayer d'être le plus proactif possible, donner les informations les plus pertinentes possibles. Et puis aussi, c'est un emploi aussi qui me plaît beaucoup aussi à cause de tout ce qui entoure. Moi, j'ai toujours été un passionné d'immobilier, donc il y a ça aussi. Et puis, c'est un domaine qui est qui bouge tellement, qui est tellement intéressant, qui est tellement, voilà. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est une vraie passion. Et puis,
Est-ce que tu es un courtier juste qui vend, donc du genre qui représente des vendeurs Mhm. ou qui représente des acheteurs ou tu fais les deux? Je ne sais pas si ma question Généralement, est claire. généralement, tous les courtiers font les deux. Mais moi, depuis que j'ai commencé ma carrière, c'est drôle, hein, mais j'ai eu plus à travailler avec des acheteurs. Et puis, souvent avec des premiers acheteurs. Je ne sais pas si c'est à cause du fait aussi que je démarrais dans le métier aussi, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de premiers acheteurs. Et puis, ben, j'ai eu quand même des inscriptions certaines en partenariat avec d'autres. Mais j'ai beaucoup plus travaillé avec des acheteurs qu'avec des vendeurs. Mais c'est pas un choix, en fait. Moi, voilà, je veux pas faire le tri dans les affaires. Après tout, c'est notre gagne-pain aussi, c'est notre business aussi. On ne rejette pas les gens. Non, non, moi, je préfère travailler avec des vendeurs ou avec des acheteurs. Moi, je suis là, s'il y a une opportunité, voilà, si je vois que la personne est sérieuse et qu'elle est prête et que la personne n'est pas là pour juste pour, je sais pas comment te dire ça, que si la personne est prête à passer à l'action, généralement, je suis prêt à accompagner la personne. Que la personne veuille acheter ou vendre, pour moi, le plus important, c'est d'être là pour la personne, de représenter la personne de la façon la plus professionnelle possible. Est-ce que dans je veux dire, la jeune carrière que tu as, est-ce que tu rencontres des obstacles en tant, par exemple, quelqu'un qui voit rien, immigrant et tout? Est-ce que tu rencontres des obstacles dans l'exercice de tes fonctions de courtier? Oui, les obstacles pour tous les côtés. Moi, je sais pas, je n'ai pas senti que c'était des obstacles qui étaient devant moi parce que je suis noir ou que je suis ivoirien ou africain. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu la chose comme ça. Je pense j'ai fait un live au mois de juillet où quelqu'un m'avait posé la question de est-ce que en tant que courtier noir, tu rencontrais des problèmes? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu la chose comme ça, en fait. Mais tous les courtiers qui débutent rencontrent des obstacles. Voilà. Parce que c'est un métier qui pendant longtemps n'était pas bien réglementé où il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup d'escroqueries, il y a eu toutes sortes de problèmes. Donc, un des obstacles, généralement, c'est de faire tomber cette barrière de méfiance que les gens peuvent avoir envers un courtier. Mais après, moi, je n'ai pas eu de problème particulier parce que je suis ivoirien ou africain. Mais comme je t'ai dit, là, les obstacles, les barrières qu'on rencontre, c'est les barrières typiques, en fait, à tous les courtiers qui commencent dans le métier. On ne connaît pas encore très bien les ficelles du métier. On ne sait pas encore très bien comment aborder les clients ou les clients n'ont pas confiance. Ça, généralement, c'est typique, quoi. Et puis aujourd'hui, si on peut te demander, c'est quoi ta plus grande réussite à ce jour en tant que courtier immobilier? Vous n'entendez pas parce que Dieu gagne beaucoup d'argent. Ça, c'est bien. Alors, ma plus grande réussite, je pense que bah, ce que je peux considérer comme une réussite, c'est quelque chose qui, pour moi, à la base, n'était pas gagné, c'est inspirer confiance aux gens. Voilà. Que les gens te fassent confiance, que les gens me fassent confiance pour une transaction qui parfois, généralement, engage de grosses sommes d'argent. Souvent, c'est l'économie de plusieurs années, de toute une vie que les gens prennent pour aller investir, que les gens me fassent confiance pour les aider, pour les accompagner. Pour moi, c'est une grosse réussite. Et puis, je suis toujours honoré quand quelqu'un me dit ah, que je veux travailler avec toi. Pour moi, plus tard que la transaction aille à terme ou non, pour moi déjà, c'est tout un gain déjà. Pour moi, je ne veux pas parler de victoire, mais pour moi, c'est être reconnu, qu'on te fasse confiance. Pour ça, moi, je trouve que c'est déjà, voilà, c'est tout gagnant pour moi, en fait. Ça Si rentre, après, voilà. ça rentre dans ton casser les barrières. Donc, le fait que tu arrives à casser les barrières parce que les Et gens étaient voilà. méfiants et tout, pour toi, Mhm. c'est une réussite. Voilà. Pour moi, c'est déjà une grande réussite qu'un frère ou une soeur ou même quelqu'un que je connais m'appelle, me dise, ou même envoie un message, dit, écoute, j'aimerais acheter ou j'aimerais vendre et puis j'aimerais que tu me représentes. Allô, auditeur de Ivocan Relais, encore moi. On a été interrompu dans notre belle discussion où Hubert était en train de nous donner les topos. Donc, je vais lui demander de revenir un peu sur Ah, les
les conseils qu'il peut donner à quelqu'un qui veut se lancer en tant que courtier immobilier? Comme je le disais tantôt, hein, c'est la première chose qu'il faut envisager déjà quand on veut faire ce métier-là, c'est que il faut être prêt à faire des sacrifices. Voilà. Donc, c'est un métier qui peut rapporter de l'argent, mais qui va demander qu'on fasse beaucoup de sacrifices. Déjà, il y a une formation. euh, il faut étudier. Avant d'avoir son permis, pour avoir son permis, il faut aller passer un examen, l'examen de l'OACIQ. Et puis, comme je disais aussi tantôt, c'est un métier qui coûte cher à exercer. Entre les frais d'agence, entre les frais de publicité, entre les frais de formation et entre les frais pour maintenir son permis, ça coûte des milliers de dollars par année à exercer. Donc, il faut être capable de rentabiliser. Donc, il faut travailler fort pour pouvoir faire assez de transactions pour pouvoir s'en sortir. Mais il faut aller parce qu'on a la passion de la chose, pas parce que on entrevoit la richesse au bout. Parce que généralement, quand c'est juste ça qu'on voit, on aurait tendance à, comme on dit au Québec, à tourner les coins ronds. C'est un métier qui, beaucoup de gens y vont parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir vite. Mais oui, on peut devenir et je peux gagner bien sa vie en étant courtier immobilier, mais il faut travailler fort. Il y a des formations, des écoles qui sont là pour former, des formations de 6 mois, il y en a aussi d'1 an. C'est des cours qui portent sur des choses comme le droit immobilier, comme la loi sur le courtage immobilier au Québec, mathématiques, des choses comme ça. Donc, il faut être prêt à travailler fort. Voilà. Mais c'est passionnant. Il y a des gens qui réussissent, donc pourquoi pas nous? Donc, on peut le faire, mais il faut faire des efforts. Je vais te poser une question, hein. Pourquoi faire affaire avec un Hum, courtier? Soit pour vendre, soit pour acheter. Pourquoi? Ça, c'est vraiment la D'accord. question personnelle Excellent. à un courtier à Hubert. Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, d'autant plus que maintenant, au Québec, il y a cette bannière-là qui s'appelle du proprio, que beaucoup que beaucoup de gens utilisent pour essayer de vendre leur propriété. Pourquoi faire affaire avec un courtier? Je vais te donner, je vais essayer de répondre le plus simplement possible. D'abord parce que c'est un professionnel de l'immobilier qui est formé, qui a une éthique de travail, donc il va vous accompagner et qui connaît le marché. Deuxième chose, de façon plus pratique, là, un courtier immobilier, si un courtier, vous prenez un courtier et puis qui fait une erreur dans votre transaction, il y a une erreur, vous n'êtes pas content, demain vous avez un problème ou quelque chose que ce soit, le courtier est couvert, il y a une assurance responsabilité qui va vous dédommager. Alors que si c'est vous-même qui faites votre transaction, que vous vous trompez, c'est vous qui allez vous retrouver avec des milliers de dollars en tête ou des centaines de milliers de dollars en tête. Donc, il y a ça aussi, que le courtier est couvert aussi par une assurance. Et aussi, quand on fait une assurance, quand moi, par exemple, certains de mes clients, je prends une assurance aussi. Au niveau de Royal Lepage, il y a une assurance que souvent pour certaines transactions, je vais prendre comme ça au cas, par exemple, où il y a un vice caché, au cas où il y a certains problèmes, mes clients peuvent être couverts, par exemple, pour protéger mes clients. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. C'est des choses qu'on n'a pas quand on décide de faire sa transaction, quand on décide de vendre sa maison soi-même. Et puis, l'autre aussi, qui est souvent le côté émotionnel aussi, quand les gens décident, moi j'ai une maison, moi j'ai ma maison. Si je veux vendre ma maison demain, je veux dire, le voisin à côté, il a vendu sa maison qui est plus petite que la mienne, il l'a vendue à 600 000. Donc, moi, je peux vendre la mienne à 700 000. Donc, il y a ce côté-là où ma maison est toujours la plus belle, la plus jolie, la plus entretenue, la plus magnifique du quartier, qui fait que souvent, on n'a pas une vision très, 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 très claire, qu'on n'a pas une vision objective aussi sur la propriété qu'on a. Mais le courtier est là pour nous accompagner. C'est l'œil objectif qui va dire, OK, voici combien la propriété vaut et c'est basé sur les dernières ventes dans le quartier. C'est basé sur, comment on appelle ça? C'est basé sur ce qu'on appelle les comparatifs. Donc, c'est ça le rôle du courtier. Il est là vraiment pour vous accompagner de façon, voilà, de façon vraiment là, objective.
Souvent, ça m'arrive d'entrer dans une maison avec des clients qui veulent acheter une propriété. Les gens voient une cuisine et puis ils sont fous de la cuisine et ils oublient tout le reste. Ils veulent acheter la propriété parce qu'ils ont vu une cuisine qui leur plaît, la cuisine est magnifique, la terrasse est belle. Mais le rôle du courtier, c'est aussi de les ramener sur terre. Donc, il va être toujours là. Ça va être toujours cette petite voix-là de la raison qui va vous dire, oui, ne t'emballe pas, vas-y tranquillement. Donc, le rôle du courtier aujourd'hui est crucial, pour moi, en tout cas. J'ai une question dans les commentaires. On demande qui est chargé de payer les frais du courtier. Donc, moi, je vais diviser la question en deux. En vente, si toi, tu représentes les vendeurs, qui paye les frais du courtier? En achat, si tu représentes les acheteurs, qui paye les frais du courtier? Qui paye les frais du courtier, c'est le vendeur. C'est le vendeur qui paye. C'est le vendeur qui paye. Voilà comment ça marche. Si moi, je représente un vendeur, moi, je vais dire à mon vendeur, moi, on va signer un contrat de courtage vente. Je vais faire toute la paperasse et puis on va parler de ma rétribution. Et généralement, la rétribution typique d'un courtier, c'est généralement entre 4 et 5 de la valeur de la propriété. Alors, si par exemple, on s'entend sur 5 de la valeur pas de la valeur, mais du prix de vente de la propriété. Si on s'entend sur ce prix-là, sur une commission de 5 ou de 4 moi, je la partage avec le courtier collaborateur, c'est-à-dire le courtier de l'acheteur. Donc, exemple, si moi j'ai 5 ou généralement la commission typique, là, on va dire c'est autour de 2-3 par courtier. Donc, si j'ai 5 je demande 5 au vendeur, par exemple. Moi, je vais garder, c'est mon inscription, je peux décider de garder 3 et verser 2 au courtier collaborateur. Ou bien souvent, même ça va être du 50-50. Moi, je prends 2 il prend 2 Donc, si vous voulez acheter et que vous n'ayez pas peur, parce que je sais que souvent, c'est ça le truc. C'est que nous, souvent, dans notre pays, on est plus habitué aux démarcheurs qui vont vous demander 10 000 francs avant de vous faire visiter une propriété. On est habitué à ça. Mais au Canada, ici au Québec, un acheteur, généralement, ne paye pas de commission. Sauf dans certains cas spécifiques, il peut être amené à payer une partie de la commission de son courtier. Alors, je m'explique. Exemple, le courtier du vendeur demande une commission qui est très basse à son client, par exemple. Il demande, par exemple, 3 à son client. Et lui, dans sa tête, il va prendre 2 il va donner 1 au courtier collaborateur. Ben, le courtier collaborateur, il veut dire, ben, moi, le minimum que je prends, c'est 2 Alors, comme l'autre, mon collègue me donne 1 moi, j'aimerais que toi, mon client, monsieur l'acheteur, madame l'acheteuse, j'aimerais que tu me verses le 1 pour que j'arrive à mes 2 Ça, c'est des situations exceptionnelles. Là, en ce moment-là, oui, l'acheteur va verser une partie de la commission de son courtier, mais c'est très, très rare. C'est très rare, généralement. Une question. Est-ce que tu peux, un résumé de la transaction, par exemple, d'achat? Bon, après, on va faire un résumé de la transaction de vente. Donc, un résumé de la transaction d'achat qui va partir de, par exemple, quelqu'un qui t'appelle, qui dit Hubert, je veux acheter une maison. Donc, on commence de l'appel à l'acquisition. C'est quoi les procédures? Donc, moi, je t'appelle aujourd'hui pour dire Hubert, je veux une maison. J'ai dit ça, c'est la seule chose, Hubert, je veux une maison. Si tu achètes une maison, moi, si tu m'appelles, j'espère que vous allez tous m'appeler, vous qui êtes à l'écoute. Quand quelqu'un m'appelle, généralement, j'ai 2 questions. Avez-vous votre mise de fonds? Avez-vous votre préqualification hypothécaire? Ça, c'est les deux conditions pour qu'on se mette à travailler. Une fois que vous me dites oui, j'ai ma préqualification, j'ai ma mise de fonds, pour moi, c'est le signe que vous êtes sérieux, que vous êtes prêt. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que moi je fais? On va signer un premier formulaire qui s'appelle, c'est le formulaire sur la loi 25. Ça, c'est le gouvernement qui nous oblige à faire remplir sur la protection des renseignements personnels. Donc, on va remplir ce formulaire-là et on va signer un contrat de courtage achat.
entre vous et moi, on va signer un contrat. Généralement, moi, je n'aime pas attacher les gens pendant 1 an, on va signer un contrat de 6 mois. Si vous êtes content de ce que je fais et qu'en 6 mois, on n'a toujours pas trouvé la propriété, si vous voulez qu'on continue ensemble, on prolonge. Donc, on signe le contrat. À partir du moment où le contrat est signé, on se met à travailler. Moi, ce que je fais, je vais prendre vos informations, numéro de téléphone, courriel, et je vais ouvrir, je vais créer un portail pour vous. Et c'est sur ce portail-là que vous allez recevoir les inscriptions qui correspondent à vos critères. Parce qu'auparavant, il faudrait qu'on ait défini les critères. Qu'est-ce que vous recherchez? Si vous me dites, je cherche une maison unifamiliale de 3 chambres, 2 salles de bain avec un garage simple ou garage double je sais pas moi, à Châteauguay ou dans les environs de Châteauguay. Ça, c'est tous les critères que moi, je prends en compte. Et je vais aller chercher dans mon système des propriétés qui correspondent le plus possible et qui respectent votre budget. Ça aussi, voilà, c'est vital. Et je vais commencer à vous envoyer les propriétés. Vous allez les recevoir sur votre portail. Quand vous recevez les propriétés sur votre portail, généralement dans le portail, vous allez voir à votre droite, il y a des cœurs qui sont gris. Quand une propriété vous plaît, vous cliquez dessus, le cœur devient rouge. Moi, automatiquement, je le vois dans mon système que la propriété vous intéresse. Quand la propriété, pour m'assurer qu'elle vous intéresse, je vous téléphone ou même je vous envoie un courriel. Si vous confirmez que la propriété vous intéresse, je vais prendre vos disponibilités et je vais prendre les rendez-vous pour les visites. Donc, je prends les rendez-vous, je me présente, j'accompagne toujours mes clients lors des visites, à moins que j'ai vraiment, vraiment un imprévu. Mais j'essaie toujours d'être là. Donc, on visite la propriété. Si la propriété ne vous plaît pas, on continue de chercher. Si la propriété vous plaît, vous pouvez demander une autre visite. Souvent, il y a des gens qui vont dire, OK, là, je suis seul, j'aimerais venir visiter demain ou après-demain avec ma femme et mes enfants, ou avec mon mari, avec ma mère, avec mon père. On prend un autre rendez-vous, vous visitez la propriété, vous êtes satisfait, vous aimez la propriété. L'étape suivante, c'est envoyer l'offre d'achat. On prépare une offre, je prépare l'offre, vous la signez, je l'envoie au vendeur. L'offre peut être acceptée ou ne pas être acceptée. Dans le cas où l'offre est acceptée, on a une offre qui est acceptée. L'étape suivante, c'est de faire inspecter la propriété et de fournir la preuve de financement final. Alors, parce que au début, je vous ai dit, on parle de préqualification. Une lettre de préqualification, ce n'est pas une lettre finale. Une lettre de préqualification, la banque regarde votre dossier de façon sommaire et puis conclut qu'on pourrait vous prêter de l'argent. À partir du moment où vous avez la propriété, c'est là qu'ils vont confirmer le prêt. Donc, on a besoin de la lettre finale. Donc, lettre finale et inspection, c'est les deux conditions généralement pour acquérir la propriété. Pour la lettre conditionnelle, pour la lettre de financement, généralement, on demande un délai de 2 semaines à partir du moment où c'est accepté. Et pour l'inspection, généralement, ça joue entre 7 jours et 10 jours à peu près. Donc, on fait l'inspection. Vous recevez le rapport d'inspection généralement le jour suivant. Vous avez 3 jours pour lire le rapport. Et si vous n'êtes pas satisfait du rapport, en ce moment-là, vous pouvez retirer votre offre. Mais si vous êtes satisfait, vous n'avez rien à faire. Parce qu'après 3 jours, s'il n'y a pas de réponse, vous êtes réputé avoir accepté d'acheter la propriété. Donc, on lit le rapport d'inspection, on fournit la lettre finale et en ce moment-là, la propriété est considérée comme étant vendue. Après ça, il faut trouver un notaire. Il faut trouver un notaire. La propriété est vendue, mais elle n'est pas encore notariée. C'est seul au Québec, c'est seulement un notaire qui peut dire qu'une propriété est vendue, qui va faire la mutation de la propriété. Donc, on prend rendez-vous chez le notaire, le vendeur vient, vous, l'acheteur, vous venez, et puis vous signez l'acte de propriété devant le notaire. C'est seulement à ce moment-là que vous êtes officiellement propriétaire. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Mais, oui, ça a été parfait. Et puis, tu nous as donné, j'espère que, je dis parce que moi j'ai entendu, j'espère que nos personnes qui nous suivent ou qui nous suivront ont entendu aussi la partie de 3 jours, tu es réputé avoir acheté et tout. Pour moi, c'est une information qui est un peu nouvelle. Et là, donc ça, c'est vraiment résumé le processus d'achat. Et par exemple, quand tu as un vendeur, donc je t'appelle encore, je veux vendre Oui. ma maison. Ben, la semaine passée, ouais, ça fait une semaine, il y a quelqu'un qui m'a appelé parce qu'il veut vendre sa propriété.
Et puis, ça, je vais donner cet exemple-là pour que vous voyez un peu le processus. Donc, quand le client m'appelle, me dit, OK, qu'il veut vendre sa propriété, la première chose que moi, je vais déjà, c'est aller chez lui et puis voir un peu la propriété. Donc, je me suis présenté chez mon futur client. On n'a pas encore signé le contrat. Je me suis présenté chez lui. On a fait le tour de la propriété. Il m'a regardé. Il m'a regardé. On a regardé ensemble la propriété. Il m'a demandé un peu qu'est-ce qu'il pourrait faire pour rendre la propriété un peu plus agréable pour la mettre en valeur. Donc, je lui donne des petits conseils par-ci, par-là. Et puis, donc, c'est comme ça. Donc, on regarde la propriété. Après, euh, avant même de signer un contrat avec ce client-là, le premier document qu'on va faire généralement, on va faire des vérifications. Moi, il est de mon devoir de vérifier. Si toi, Larissa, tu me dis que tu vends une propriété, tu es ma soeur, mais je veux quand même vérifier est-ce que la propriété t'appartient vraiment. Voilà. Est-ce que c'est ton nom qui est au registre foncier, c'est ton nom qui est au cadastre? Est-ce que quand tu achètes la propriété, donc moi, je vais faire mes investigations, je vais chercher, m'assurer que la propriété est bel et bien à toi. À partir du moment où je sais que la propriété est à toi, on va remplir ce qu'on appelle une déclaration du vendeur. Une déclaration du vendeur, c'est un document qui fait à peu près 13-14 pages et dans lequel je vais te poser des questions sur ta propriété, c'est-à-dire l'état de ta propriété, les problèmes qu'il y a eu, quel genre de matériel tu as dans ta maison, le type de chauffage qu'il y a. Donc, je vais te poser des questions auxquelles on dit toujours, la loi dit que le propriétaire, le vendeur, répond toujours au mieux de sa connaissance. Donc, tu réponds au mieux de ta connaissance. À ce moment-là, quand tu acceptes de remplir la déclaration du vendeur de bonne foi, moi, je peux signer un contrat de courtage-vente avec toi. Donc, une fois que le contrat de courtage-vente c'est fait, je fais venir un photographe qui va venir, qui va faire les photos de la propriété et tout ça. Et moi, je vais aller inscrire la propriété dans Centris. Donc, la propriété va être inscrite sur Centris. Donc, les gens pourront voir, pas seulement sur Centris, Centris c'est au Québec, mais aussi on met sur Realtor, qui est notre système canadien. Et aussi, moi, je vais mettre aussi sur ma propre page personnelle, je vais mettre aussi sur ma page Facebook. Enfin, je demandais aux gens de partager, aux collègues de partager. On va faire le maximum de publicité autour de la propriété. Je vais mettre ma pancarte devant. Je vais parler dans le voisinage. Je vais voir les gens qui sont dans le voisinage, laisser ma carte aussi, parler avec les gens et tout. Et la propriété va être mise sur le marché. Et là, généralement, ce qu'on va faire la première semaine, on va faire une journée où on va faire une journée porte ouverte, visite libre. Donc, les gens viennent, ils visitent la propriété. Et puis, ben, quand il y a les visites, ben, moi, je dois être là. Si je ne suis pas là, au minimum, il faut que mon client soit là. Donc, toujours faire des visites au moment où le client peut être là. Et puis, des moments aussi qui ne sont pas dérangeants pour le client et sa famille, par exemple. Et puis, c'est comme ça, une fois que ça, c'est fait, généralement, la propriété se vend. Les courtiers vont venir, ils vont faire une offre. Et puis, ben, moi, mon rôle, c'est de présenter l'offre au vendeur. S'il y a plusieurs offres, je dois présenter toutes les offres en même temps. Je ne peux pas aller donner une offre aujourd'hui, une autre après-demain. Non, non, non. J'attends. Je dis, OK, par exemple, j'ai 3 offres. Je dois informer toujours tous les clients. C'est une obligation. On a un système pour ça. Ça s'appelle Imo Contact. Je dois informer tous les courtiers qui sont intéressés à la propriété. Leur dire, je vais présenter l'offre au client tel jour. Donc, si vous voulez envoyer vos offres, faites-le avant vendredi à midi parce que j'ai rendez-vous avec le client le vendredi à 4 heures pour présenter les offres. Donc, moi, je vais avec mon client, je lui mets toutes les offres sur la table. C'est à lui de décider quelle offre il accepte et laquelle il rejette. Voilà. Quand tu m'as expliqué, bon, je dis moi, mais après, moi, je représente tous ceux qui t'écoutent. Donc, ça veut dire que dans les deux résumés, là, tout ce que tu fais là, il n'y a pas l'argent. Tant que la transaction n'est pas conclue. Voilà, ça c'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque. Alors, il faut que les gens comprennent une chose, hein. Ceux qui veulent travailler comme courtier, là, c'est pas parce que je fais, par exemple, là, vous avez vu là, j'ai publié une vente là, à une transaction à Trois-Rivières. Oui, à La transaction, Trois-Rivières. elle est réglée là. Elle est réglée, on a une date chez le notaire, mais j'ai encore gagné 0 sous. Voilà, c'est quand la propriété est notariée
que le notaire envoie mon chèque à mon agence et mon agence me paye. Voilà. Et souvent, moi, j'ai fait une transaction où ça a tellement traîné que j'ai été payé 6 mois plus tard. Mm. Voilà. Donc, voilà. Donc, on n'est pas payé parce que on a vendu une maison hier matin, on n'est pas payé le lendemain. Non, tant que la propriété n'est pas notariée, on n'est pas payé. Voilà. Je vais prendre les questions dans les commentaires. Est-ce que si un courtier ne couvre pas une zone, est-ce qu'il peut référer à un autre qui couvre cette zone-là? Je pense que tu avais répondu au début, mais on reprend la Oui, question. Euh, moi, ce que je sais, c'est que tu couvres tout le Québec, mais absolument. tu es un peu niché à Montréal et aux C'est alentours. ça. Donc, Moi, je suis la dans la question grande de la région de Montréal. personne, dans la Mhm, grande région de Montréal. Donc, la question de la mhm, personne, c'est que, par exemple, lui, il veut acheter, je prends un exemple, hein, il veut acheter à Sept-Îles. Est-ce mhm. que toi, tu peux le référer à un courtier qui couvre Sept-Îles? Oui, normalement, c'est ce qu'on fait quand c'est une transaction qui se trouve comme je t'ai dit, hein, moi, j'ai déjà fait une transaction à Trois-Rivières il y a la semaine dernière, mais à un moment donné, il y en avait une qui était à Gatineau où j'aurais pu y aller, mais c'était une période où j'étais très occupé. Et puis finalement, j'ai référé on a un autre frère courtier, on a un autre frère là-bas qui est courtier. Donc, d'ailleurs, j'avais d'abord référé à une sœur qui est courtier, une Ivoirienne d'ailleurs, qui l'a référé, qui m'a dit non, non, envoie-le plutôt à l'autre. Et puis, la transaction, ça a été super bien. Ça a été ils m'ont payé ma référence et puis voilà. Donc, moi, si c'est dans la grande région de Montréal, il y a aucun souci. Mais quand c'est loin, oui, on va essayer toujours de trouver une personne qui va être prête à vous aider. Si moi, j'appelle le bureau, par exemple, comme tu as dit, là, à Sept-Îles, qu'il y a un bureau de Royal Lepage, puis personne ne me répond au téléphone, ou bien la personne qui me répond au téléphone est un peu, je sens qu'il n'y a pas de feeling, moi, je vais passer par mon directeur d'agence. Je vais dire, écoute, moi, j'ai besoin d'un courtier là, à tel endroit. Est-ce que tu en connais un? Généralement, les directeurs d'agence se parlent entre eux. Donc, il va dire, OK, moi, je t'aide une personne, je cherche une personne de tel type. Et puis, on va trouver là quelqu'un qui va vous accompagner. Une autre question, est-ce qu'un courtier peut aider un acheteur à acquérir sa préqualification financière, la préqualification bancaire? Ça, c'est une très bonne question. Mais généralement, la préqualification, bon, moi, je peux vous référer à des courtiers hypothécaires. On en a d'ailleurs dans la communauté. On a notre frère Kojo qui est courtier hypothécaire. Il y en a quelques-uns comme ça que je connais. Moi, je peux vous dire, par exemple, écoute, va voir Kojo, par exemple, et puis il va voir ta situation. Mais si moi, parce que euh, les informations que Kojo va vous demander, généralement, ça va être sur votre emploi. Depuis combien de temps vous travaillez là, votre code de crédit, euh, des choses comme ça. Quelle est votre mise de fonds? Et ça, moi, je n'ai pas vraiment une grande influence là-dessus. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi aussi pour vous dire que l'importance aussi d'avoir une code de crédit, une bonne code de crédit aussi. Ça joue beaucoup. L'importance aussi quand on veut acquérir un bien, ben voilà, d'avoir une bonne mise de fonds aussi. Mais moi, je peux vous référer à des gens. Mais après, est-ce que je peux influencer leur décision sur quel montant qu'ils vont vous donner? Non, pas vraiment. Parce que ça va vraiment dépendre de votre profil. Personnel, combien d'argent vous avez, quel est votre code de crédit, quel est votre revenu, si vous travaillez dans une compagnie, depuis combien de temps vous travaillez là. Donc, c'est des facteurs comme ça qui vont vraiment influencer leurs décisions. Donc, oui, le courtier peut toujours essayer de parler en votre faveur, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce que moi je vais dire qui va vraiment, c'est pas si ça va être déterminant, je ne sais vraiment pas. Toujours dans les commentaires, quels sont les conseils ou les offres d'achat si la propriété est très prisée? Je parle de marge à augmenter en fonction du prix de vente. Ça, c'est la première question. OK. Et l'autre, c'est quels sont les conseils pour avoir un bon retour en pré-qualification? Donc, la première question, c'est quels sont les conseils Ouais, pour les OK, offres ouais. d'achat si, ben, tu sais, Mhm. si je veux une propriété, OK. mais
prisé. OK, je vais répondre. Juste donnez-moi 5 secondes. Mon ordinateur est en train de se décharger. Je vais chercher mon chargeur. OK? Excusez-moi. Pas de problème. Merci de nous suivre. Vous suivez Ivocan Relais. L'émission, c'est Éburnie et Érable. Aujourd'hui, on est avec Hubert Cui, qui est courtier immobilier résidentiel Royal Lepage. Donc, dans la première, on a eu une introduction, donc on a dû remettre le live parce qu'on était, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça a été interrompu. Donc, dans la première partie de notre émission, il nous expliquait pourquoi. Il nous disait qu'il est là au Canada depuis pratiquement 25 ans, donc il est arrivé en l'an 2000. Et il nous disait aussi pourquoi il est parti en tant que courtier immobilier. Donc, l'une des raisons, c'est parce que il n'a pas été satisfait du service que lui, il a eu par un courtier quand il voulait vendre sa maison, qui a une de ses propriétés qui a pris plus d'1 an avant d'être vendue. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, a fait que il est rentré dedans, dans le métier. Donc, si tu es prêt, Je suis là, Hubert, je suis revenu. OK. Donc, les conseils pour Mhm. offre d'achat si la propriété est très prisée. OK. Donc, On va aller comment avec. la personne peut augmenter OK. ses marges de manœuvre en fonction du prix de vente. OK. Ben, généralement, ça arrive. Hein. Quand une propriété est très prisée, ce qui arrive, c'est des offres multiples. Alors, qui dit offre multiple dit surenchère. Moi, généralement, je dis toujours à mes clients que euh, en cas de surenchère, dites-moi c'est quoi votre maximum tout de suite. Parce que souvent, ça ne sert à rien de perdre du temps. Si la propriété vous plaît vraiment, vraiment que vous la voulez, mettez votre maximum. Je ne dis pas que vous allez l'avoir, mais au moins, vous aurez essayé, vous n'aurez pas de regrets. Ce que je ne veux pas, ce que je ne fais pas, que je ne ferai jamais, c'est vous dire d'aller vous endetter plus pour, euh, pour une propriété. Voilà. Moi, je n'ai jamais vous dit, je ne suis pas le courtier qui va vouloir vendre à tout prix. Donc, je vais vous dire, si la propriété vous plaît et que vous avez encore une certaine marge, que vous avez encore du jeu au niveau financier, allez-y, montez un peu. Mais si c'est vraiment votre maximum, ben on sort de là. Point. Voilà. Parce que la surenchère, souvent, qu'est-ce qui arrive? On va se focaliser sur une propriété, on va la vouloir à tout prix, sans se poser la question, est-ce qu'elle vaut vraiment ce prix? C'est pas parce que tout le monde veut une propriété que ça vaut le prix qu'on demande. Souvent, c'est justement parce que tout le monde veut la propriété qu'elle a ce prix-là. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Si vous la voulez. Moi, par exemple, si vous voulez, souvent, ce que j'essaie de faire, si je suis avec un client, on voit une propriété que le client aime beaucoup. La propriété est mise sur le marché, disons, à 399 000. Je vais dire à mon client, offre, si tu veux, offre 400 000. Voilà. Le vendeur, il va voir le chiffre, c'est 1000 $, hein, mais ça peut avoir un gros impact. Il va voir, ah, mais il est vraiment, il est que 400 000. Et puis ça, voilà, toutes les transactions que j'ai faites, où on n'était pas nombreux, où souvent on était les seuls, ou parfois il y a deux autres personnes, on va avoir la propriété. Alors, est-ce que vous pouvez essayer d'augmenter votre marge si vous voulez vraiment la propriété? Oui, vous retournez voir votre banquier, vous retournez voir votre conseiller hypothécaire ou votre courtier hypothécaire et vous lui dites, ben, écoute, j'ai trouvé la propriété, ça dépasse un peu, ça dépasse légèrement le montant que vous m'avez donné. Alors, j'aimerais que vous m'en donniez plus. Ils peuvent accepter ou non. Donc, c'est retourner plutôt vers votre prêteur. Alors, quels sont les conseils pour avoir un bon retour? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour avoir une bonne préapprobation, une bonne préqualification hypothécaire, il faut soigner son crédit. Il faut faire attention à son crédit. Il faut payer ses cas de crédit. Il faut, voilà, c'est des choses aussi basiques. Il faut mettre de l'argent de côté. Je pense que dans la communauté, on a quand même des frères et sœurs qui travaillent en matière de planification financière. Donc, c'est des gens à qui il faut faire appel. Si vous prévoyez acheter dans quelques années, notamment, il y a le frère Élie, il y a la sœur Gladys Negré,
Donc, c'est des gens que je connais, c'est des gens très sérieux qui travaillent fort. Donc, c'est des gens à qui il faut s'adresser pour les conseils, pour voir comment mettre de l'argent de côté pour acquérir une propriété. Donc, mais c'est ça. Et puis, aussi, ben, évidemment, le travail. Est-ce que vous travaillez? Combien vous gagnez? Votre revenu d'emploi? Depuis combien de temps vous travaillez là? Donc, c'est des choses comme ça qui vont vraiment influencer votre préqualification. Donc, on fait attention. Voilà. On met l'argent de côté. On s'assure qu'on a travaillé assez longtemps. On s'assure qu'on a le revenu aussi pour la propriété qu'on veut. Parce qu'il faut être réaliste. Voilà. Si vous travaillez depuis peu, le salaire n'est pas très élevé, ne vous attendez pas à ce qu'on vous prête 1 million. Donc, voilà. C'est ce que je peux dire, c'est ça. Merci beaucoup. La dernière question dans les commentaires avant de revenir dans notre petite discussion qui tire à sa fin. On dit quel est le délai raisonnable après avoir fait une offre pour une maison afin de ne pas la perdre en faveur du second acheteur. Ouais. Mais si je Si suis vous ce que avez... tu as dit tout est ouvert en même temps. Oui, c'est ça. Mais très souvent, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que quand il y a des offres multiples, souvent, on peut être en deuxième rang, comme on dit. Nous, dans notre jargon, si moi j'appelle un courtier pour une propriété que mon client veut acquérir, le courtier va me dire, écoute, il y a un client qui est là, qui a une offre, qui va probablement être acceptée, mais on a peut-être des doutes quant aux capacités financières de la personne. Est-ce que la personne va avoir la lettre finale? On ne sait pas encore. Ou bien, voilà, donc ils peuvent avoir tous, donc ils vont, généralement, le vendeur, il ne veut pas perdre la vente, donc il va dire à son courtier, écoute, prends une offre de deuxième ou de troisième rang. Voilà. Donc, si c'est vous qui avez l'offre de premier rang, ben, vous avez intérêt à faire très vite. Vous avez intérêt à faire très vite. Si vous faites l'inspection, qu'il n'y a pas de problème sérieux, si vous arrivez à mettre la pression sur votre banque pour avoir votre lettre de votre lettre finale assez vite, généralement, c'est 2 semaines, mais essayez de l'avoir le plus tôt possible et essayez de faire votre inspection le plus tôt possible. N'attendez pas. De toute façon, s'il y a un délai que vous donnez dans votre promesse d'achat, le délai qui est mis là pour le financement et le délai qui est mis pour l'inspection, l'autre courtier et son vendeur sont tenus de respecter le délai parce qu'ils ont signé. Ils ont accusé de réception de votre promesse d'achat. Donc, si vous avez les 15 jours, essayez d'être dans les délais pour produire la lettre finale et faites l'inspection le plus rapidement possible. Si l'inspection est concluante, allez-y, faites la vente, obtenez votre lettre, envoyez-la le plus tôt possible et puis réglez ça. Mais si on traîne et puis la lettre n'arrive pas à temps, le vendeur, il peut s'impatienter, il peut prendre le deuxième qui est en ligne. Donc, le délai, c'est le plus rapidement possible. Généralement, pour le financement, on va mettre dans la promesse d'achat, on va mettre 15 jours ou 14 jours. Et pour l'inspection, je mets généralement 10 jours. Donc, essayez de régler ça dans le délai, être dans le délai. J'ai une question par rapport à vente, parce que oui, bon, d'abord, est-ce que l'inspection est une obligation? L'inspection n'est pas obligatoire au Québec. Au Québec, l'inspection n'est pas obligatoire, elle est très recommandée. Moi, si vous Mais voulez acheter... pourquoi on doit faire une inspection? OK. Pourquoi vous devez faire une inspection? Ouais, parce que une propriété, ça peut révéler des surprises. Parce que une propriété qui a un aspect magnifique peut cacher des choses. Pourquoi on doit faire une inspection? Parce que dans certaines régions au Québec, les gens ont construit jusque dans les années 90 avec beaucoup de pyrite, beaucoup de pyrrhotite. Alors, c'est des matières qui, à la longue, vont faire que vous allez avoir des fissures dans votre fondation, vous allez avoir des fissures dans votre entrée de garage. Et Ça fait, la pyrite, ça pour gonfle, vous c'est donner, ça, hein? voilà, Ça ça gonfle, gonfle. ça fait des cracks, ça fait des cratères, ça fait des choses. Et puis, pour réparer un endroit où il y a la pyrite, il faut enlever tout le béton, aller jusqu'au remblai et ensuite refaire le béton. Donc, imaginez un peu les frais. Pourquoi faire une inspection? Parce qu'au Québec, il y a beaucoup de propriétés qui contiennent de l'amiante. Voilà. L'amiante, tant que l'amiante est là et qu'on ne touche pas, il n'y a aucun problème.
Mais imaginez un jour, vous montez dans votre grenier pour chercher quelque chose, vous respirez l'amiante. Ou imaginez qu'un jour, vous avez un mur, un crépi avec de l'amiante dedans, vous voulez faire des travaux, vous prenez une spatule, vous commencez à gratter et vous respirez l'amiante, c'est cancérigène. Donc, une inspection, pour moi, c'est vital. Si moi, j'ai un client qui ne veut pas faire inspecter sa propriété, la propriété qu'il veut acheter, je vais lui faire, il y a dans les formulaires, dans les contrats, il y a toujours, on a une clause où le client doit paraffer pour dire que je lui ai proposé l'inspection et qu'il a refusé. Au Québec, pendant la COVID, il y a eu des histoires d'horreur pour des gens qui ont refusé des inspections parce qu'ils avaient peur de perdre un achat, ils avaient peur de perdre une propriété. Et puis, il y a eu des cas où des gens ont acheté des propriétés qui n'ont pas inspecté, ils se sont rendus compte après qu'il y a des vices très, très graves. Et puis, souvent, c'est des travaux qui peuvent valoir, qui peuvent aller chercher dans des centaines de milliers de dollars. Donc, pour moi, si vous refusez d'inspecter une propriété, vous devez me remplir un formulaire qui dit que je vous l'ai proposé, que c'est vous qui avez refusé. Une autre question en lien avec l'inspection, c'est l'inspection des maisons neuves. Donc, est-ce que c'est recommandé aussi? Parce que on en parle souvent avec des gens qui te disent que L'inspection des quand ça maisons vient neuves, d'être construit net, c'est pas la oui, peine. Donc, ben, est-ce que c'est recommandé oui. de prendre un inspecteur? Dans ce cas-là, c'est un peu moins, on serait moins rigoureux parce que de toute façon, les inspections neuves, généralement, ont des assurances, ont des garanties. Voilà. Donc, deuxièmement, une construction neuve est sous garantie. Oui, le Mais, GCR. ouais, oui. Donc, à PCHQ, et puis il y a l'autre là aussi, là, je sais Oui, plus, voilà, il y a des 5 garanties. ans. Voilà, garantie de 5 ans. Mais après, moi, je dirais quand même oui, faites ton inspection. Parce que à Montréal, là, il y a des condos qui viennent d'être construits. Vous déposez un verre d'eau, le verre d'eau, il glisse comme ça. Donc, il faut quand même y aller. Moi, si vous décidez d'investir de l'argent dans quelque chose, dans une propriété, ça, c'est un bien qui est pérenne. Donc, il faut s'entourer de précautions. Voilà, c'est Ma pas. dernière question, ma dernière question avant de prendre celle dans le commentaire, c'est on voit souvent sans garantie légale, au risque et péril, excuse-moi, peut-être je n'ai pas trop bien phrasé Oui, ça, au risque l'acheteur, et oui. péril de l'acheteur. Ça vaut Mhm. quoi? OK, ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire parce que, oui, les gens le mettent souvent parce que très souvent, si la maison est habitée, par exemple, par des personnes âgées qui n'ont pas fait des travaux, qui n'avaient pas l'habileté ou la force de faire des travaux, les courtiers vont ajouter. Ou bien pour une propriété qui a été souvent louée. Une propriété qui n'a pas été habitée par le propriétaire, souvent ils vont l'ajouter. Mais légalement, on ne peut pas dire que moi, je ne peux pas vous vendre une propriété, puis te dire, OK, je te vends la propriété, mais je n'en garantis pas la qualité. Je ne peux pas dire ça. Voilà. Au Québec, il y a la loi de la protection du consommateur qui dit que quelqu'un qui vend un bien ne peut pas se désengager quant à la qualité du bien qu'il vend. Si demain, moi, j'achète un verre ici, j'achète à Dollarama, si le verre, j'arrive à la maison, la première boisson que je me sers, ben, le verre, il se casse. Le gars, il ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de garantie. Je dis non, si, tu as une garantie parce que ton verre, il n'est pas censé durer 1 heure. Donc, et puis, de toute façon, là, au Québec, la loi autorise quelqu'un qui achète une propriété qui, après, a des vices cachés. La loi autorise la personne à poursuivre le vendeur jusque 3 ans après l'acquisition de la propriété. Donc, souvent, les gens le mettent parce que, bon, ben, voilà. Mais vous pouvez aussi, hein, attention, vous pouvez aussi, quand vous faites votre offre, vous pouvez aussi demander à ce que la propriété soit vendue avec garantie légale. Vous pouvez demander à votre courtier de mettre que la propriété soit vendue avec garantie légale. Vous avez la possibilité de demander. Voilà. Une question dans les commentaires. N'est-il pas meilleur d'avoir la préqualification avant d'aller chercher une maison? 15 jours, c'est au Québec quand j'ai perdu l'achat après 6 jours. Lévi, je pense que tu n'as pas bien compris. La préqualification,
Hubert a dit, je pense dans la première portion de notre live, que lui, quand tu viens vers lui, il faut que tu aies la préqualification et ta mise de fonds. Lui, là, c'est ce que lui demande. Donc, lui, il demande ça. Maintenant, les 15 jours là, ça, c'est la lettre finale. Il peut un peu me corriger. Sinon, ce que j'ai entendu, c'est ce qu'il a dit. Les 15 jours, 14 jours, 12 jours, ça, c'est quand tu as fini le processus. C'est pour avoir vraiment, parce qu'il dit, la lettre de préqualification, c'est juste que la banque dit, on peut t'accompagner. On a réalisé ton dossier. Si tu veux, tu trouves une maison, on peut t'accompagner. Mais la lettre finale qui va sortir 15 jours, 14 jours après, là, c'est définitif. Là, c'est pas on peut t'accompagner. Là, c'est on t'accompagne. Donc, ben, je pense que c'est ce que. Si je suis une bonne élève. Oui, oui, c'est ça. En fait, les 15 jours dont je parle, c'est les 15 jours que ton courtier va mettre dans la promesse d'achat. Parce que quand il va rappeler ta promesse d'achat, il va dire que l'acheteur s'engage à produire la preuve finale de financement dans les 15 jours. C'est de ces 15 jours-là que je parle. Ça, c'est la preuve finale. Ce n'est pas pour la préqualification. OK? La préqualification, généralement, quand on vous la donne, ça a une durée de 120 jours. Si vous avez une préqualification des jardins, la durée, c'est 4 mois. C'est 120 jours. Donc, les 15 jours, c'est ce que vous mettez, que le courtier va mettre dans la promesse d'achat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où votre promesse d'achat est acceptée, vous avez 15 jours pour venir avec la lettre finale. Comme Larissa l'a si bien résumé, la lettre de préqualification, c'est on pourrait vous accompagner. La lettre finale, c'est on va vous accompagner. Donc, c'est ça. Alors, donc c'est ça les 15 jours. Si vous avez perdu l'achat après 6 jours, ben, ça dépend de combien de temps que votre courtier a mis pour apporter la preuve de financement final. Je ne sais pas avec quel courtier vous avez fait affaire, je ne sais pas qu'il a mis là-bas. Mais parfois aussi, il y a des vendeurs aussi qui, de façon illégale aussi, vont accepter une autre, par exemple. Ça, c'est pas légal, mais peut-être que dans votre cas, c'est ce qui est arrivé, que le vendeur n'a pas voulu attendre, il a une meilleure offre que la vôtre, et puis qu'il a juste pris, et puis qu'il vous a laissé tomber. Mais dans ce cas-là, ben, vous avez toujours la possibilité de porter plainte, d'aller porter plainte contre le courtier qui a fait la transaction. J'ai une question qui vient de popper dans mon esprit. C'est une question en lien avec les nouveaux arrivants. Est-ce qu'un nouvel arrivant, excusez-moi de mon erreur, est-ce qu'un nouvel arrivant peut acheter une maison dès qu'il arrive? Ça va dépendre. S'il a le montant en cash, il peut acheter une maison. On achète maison cash au Canada ici. Ah, il y a des gens qui achètent. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est ça dépend avec combien la personne arrive. Si la personne arrive qu'elle est capable de payer un certain montant et que la personne est capable de prouver dans une banque qu'elle a les capacités d'achat, souvent les gens vont demander 35% de mise de fonds. 35% et plus de mise de fonds. Si vous déposez les 35% de mise de fonds et que vous êtes capable de prouver à un prêteur que vous avez les moyens de payer, oui, très souvent, ça peut se faire. Ça peut se faire. Si vous êtes résident canadien, évidemment. Si vous êtes résident, vous êtes immigrant reçu, oui, ça c'est possible. Mais si vous êtes étranger, ça c'est une autre histoire. Mais oui, il y a des gens qui peuvent acheter. Parce qu'en fait, quand les gens mettent souvent le temps que tu vois que tu as passé en tel emploi, etc., ça souvent c'est parce que votre mise de fonds n'est peut-être pas ce que les gens attendent. Mais si vous avez beaucoup d'argent, vous venez par exemple demain matin, vous dites à la banque, moi je vais acheter une maison à 1 million de 500 000, je vais payer la moitié. Je pense que oui, il y a quelque chose, il y a moyen de faire quelque chose que vous êtes capable de prouver que par la suite, vous avez des sources de revenus pour vous permettre de payer, oui. On avait vu, je ne sais pas si c'était pendant le Covid ou en tout cas quand il y a eu la surenchère et tout, on avait vu une loi de l'immobilier qui essayait de protéger, je parle au Québec, essayait de protéger l'achat pour ne pas que, il y avait un type de personnes qui pouvaient acheter ou pas. Est-ce que c'est toujours en vigueur? Oui, il y a eu le moratoire sur l'achat par les étrangers. Oui, c'est Oui, toujours le moratoire est toujours en vigueur. Oui, le moratoire, il arrivait
il arrivait à terme en décembre 2025, mais ça a été prolongé jusqu'à décembre 2027. Donc, les étrangers ne peuvent toujours pas acheter au Québec, sauf il y a quelques exceptions quand même. Il y a la loi est là Oui, les dessus. étudiants étrangers, je pense. Voilà, les étudiants étrangers qui ont fourni, qui ont réussi Permis ici de plus de 5 ans, qui ont fait les travail. déclarations d'impôts, oui, ceux-là, ils peuvent. Ou encore dans certaines zones, on peut acheter, qu'on appelle les agglomérations de recensement, on peut acheter. Enfin, il y a toute une section. Mais globalement, oui, il y a un moratoire qui interdit, il y a une question d'achat par les étrangers. Ouais. Si quelqu'un veut, comment on appelle ça? Il veut faire affaire avec toi pour acheter ou vendre, Mhm. euh, comment on fait pour te contacter? Mon numéro de téléphone défile en bas de l'écran, là, Ça s'il est là. défile, c'est ça seulement. Ça, c'est ligne directe. Voilà. Ouais, mon numéro de téléphone est là, il défile là. Ben, j'ai ma page Facebook, hein, Hubert Kui, courtier immobilier. Vous allez voir, j'ai ma page Facebook. Je suis membre aussi du groupe ivoirien du Canada. Mon Il numéro faut de googler, téléphone. seulement vous googlez Voilà, faut Hubert me googler qui seulement, tu vas me courtier. trouver. Sinon, mettre juste Royal Lepage partenaire. Je suis dans la liste, je suis parmi les courtiers. Sinon, ben, si vraiment, 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 tu as du mal à me trouver, ben, appelle Larissa, elle a mon numéro de téléphone, on est amis sur Facebook. Sinon, ben, mon numéro de téléphone a défile 514-668-5772. Et puis, je suis à votre disposition. Voilà. Quand vous êtes prêts, je suis prêt. Une question que j'aime poser à mes invités, c'est en lien avec, et ça, c'est quand je reçois des Ivoiriens, Mhm. c'est selon toi, qu'est-ce qui manque à la communauté ivoirienne pour se structurer, ivoirienne immigrante au Canada? Mhm. Bon, non, je pense qu'il nous manque, oui, il manque pas mal de choses pour se structurer. Après, bon, ça dépend que ce qu'on entend par se structurer. Ce que ça veut dire, c'est se mettre ensemble, se tenir ensemble, être plus Ben, ça veut dire solidaire. être plus fort. Mhm, Euh, et c'est ça, être plus fort de la mhm, manière dont on dit des autres mhm. communautés sont plus puissantes, plus fortes. Ouais. Je sais qu'on a déjà le potentiel humain. C'est Mhm, plus le potentiel, on va parler de financier et mhm, solidarité, tout ça. C'est mhm. quoi qui nous manque, Mais selon moi, toi? ouais. Ben, enfin, moi, ce que j'ai remarqué, plus que j'ai vécu personnellement, c'est que souvent, pour être plus fort ensemble, ben, c'est tout bête, hein, on manque d'argent. Voilà. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Oui, c'est vrai que on va pas se mentir, la communauté noire au Québec, c'est la communauté la plus pauvre. Mais pour en revenir à nous, particulièrement ivoiriens, ben, je pense que ce qui on- l'une des choses que j'ai relevées, moi, c'est que euh, on n'est pas souvent au même niveau de, je sais pas comment dire ça. Ce que je veux dire, par exemple, un couple qui vient d'arriver, un jeune couple qui vient d'arriver, par exemple, ne va pas souvent penser qu'il a forcément les mêmes préoccupations qu'un vieux comme moi qui est ici depuis 25 ans, par exemple. Et moi, quand je suis arrivé ici, je pensais exactement pareil. Je savais qu'avec ma femme et un bébé, j'ai connu quelques Ivoiriens comme ça, dit, OK, moi, je vais dans les associations, je vais m'impliquer plus tard. Pour l'instant, là, je vais me focaliser sur ma petite famille et tout, gagner mon pain, etc. Et puis, peut-être plus tard, quand je vais avoir le temps, je vais peut-être m'impliquer dans la communauté. Je pense que ça, c'est l'une des erreurs aussi. Alors que dans beaucoup de communautés, quand les gens arrivent tout de suite, ils sont intégrés tout de suite dans le groupe. Dernièrement, j'ai eu des clients d'origine égyptienne. Et puis, moi, j'habite dans l'ouest de l'île de Montréal. Et puis, c'est une très, très forte communauté par ici. Ils sont très, très soudés. C'est les Coptes, c'est les chrétiens orthodoxes égyptiens. Donc, ils sont vraiment structurés auprès. Et ce qui les réunit vraiment là, c'est leur église. Donc, ils sont réunis vraiment là, où l'église, c'est vraiment le socle. Donc, je pense que si souvent, c'est quelque chose comme ça qui nous manque. Je dis pas que Trouver tout le quelque monde, chose qui nous voilà, lie vraiment. c'est ça, qui soit plus fort que nos différences, en fait, qui soit plus fort que ce qui pourrait nous diviser éventuellement.